Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Michel Maxime Heger au micro de Nouvelle Conscience. Michel Maxime Heger noue des liens entre le militantisme contemporain et l'expression de l'écologie sensible et spirituelle. En tant que sociologue et écothéologien, il accompagne le laboratoire de transition intérieure de 2 ONG suisses et œuvre pour une mutation globale des institutions et des individus au service d'un changement de cap. Michel Maxime Heger est également auteur et co-directeur de la collection Fondation écologique des éditions Labor & Fides. Son dernier ouvrage, Réenchanter notre relation au vivant, éco-psychologie et éco-spiritualité, est paru aux éditions Jouvence en août 2022. Je vous laisse donc en compagnie de Michel Maxime Heger et vous conseille d'écouter l'épisode en plusieurs fois afin d'en intégrer pleinement sa substance et toutes ses subtilités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Michel Maxime Heger. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. Eh bien, merci Manon de m'avoir invité, c'est une grande joie. Vraiment. C'est une joie partagée, je suis vraiment ravie qu'on puisse parler d'éco-psychologie et d'écologie intégrale profonde. C'est des sujets dans la francophonie qui sont encore assez trop peu connus d'après moi. Donc là, vraiment, c'est une chance qu'on ait vraiment une pointure sur ces domaines au micro du podcast. J'aimerais vous proposer de vous présenter avec le cœur et en conscience pour commencer notre entretien. Bien, alors, me présenter. Alors, c'est vrai que si je considère ma vie, au fond, c'est un peu plus de 30 dernières années, je vois vraiment 2 axes. Je dirais un axe citoyen ou éco-citoyen, avec voilà des études de sociologie, un peu plus de 10 ans de journalisme engagé, en particulier déjà sur des questions d'écologie, un peu plus de 20 ans dans des organisations non gouvernementales, plutôt sur les questions de solidarité Nord-Sud, avec pas mal de travail de campagne, travail de plaidoyer aussi auprès du Parlement et du gouvernement suisse. Ça, c'est un axe. Et puis l'autre axe, c'est ce que je pourrais appeler un axe spirituel, avec voilà cette grande recherche du qui suis-je, avec cette quête finalement d'une forme de l'unité. Moi, ce que j'aime bien appeler cette grande unité entre le cosmos, l'humain et ce mystère du plus grand que soi, qu'on peut voilà nommer de différentes manières, hein, le divin, le souffle, l'esprit, la réalité ultime. Et donc qui m'a amené aussi à tout un parcours à travers voilà différents champs de la spiritualité, notamment d'abord orientale, pour finalement redécouvrir mes racines dans la tradition chrétienne, en particulier la tradition chrétienne orientale. Alors ce qui est important pour moi, c'est que ces 2 axes, ce chemin spirituel et cet engagement, donc on pourrait dire au fond un axe de transformation de soi et un axe de transformation du monde, eh bien, en réalité, ils ne font qu'un. Je crois qu'ils ont toujours été liés, reliés, mais je dirais peut-être avec une évolution. Peut-être qu'au début, première partie de ma vie, c'était un peu plus de l'ordre de la juxtaposition, puis après, ça s'est mis en boucle, et puis c'est vrai que depuis quelques années, je le vis vraiment, cette transformation de soi et cette transformation du monde comme une grande respiration, en fait. Voilà, avec cette dimension de l'inspire et de l'expire. Et en fait, c'est ce que moi j'aime bien appeler finalement la personne méditante militante.
Et puis, peut-être point important, puisque vous avez évoqué l'éco-psychologie, l'éco-spiritualité, c'est que à partir des années 2000, il y a eu différents événements, et là je pense notamment à en 2004, un grand colloque qui avait été organisé en Savoie, à l'Institut Karmaling, institut bouddhiste, et qui avait réuni voilà, toute une série d'acteurs et du monde de la spiritualité et du monde de l'écologie, qui a été vraiment un extraordinaire moment. Et là, ce moment-là, plus d'autres, m'ont fait comprendre vraiment trois choses. D'abord que l'écologie, j'ai toujours été sensible évidemment à cette question, mais et puis aujourd'hui on parle de grande transition écologique et sociale, et bien que ce n'était pas, que c'était un enjeu fondamental pour l'avenir de la Terre, mais que c'était aussi en fond une forme de formidable espace pour pouvoir explorer cette articulation de transformation de soi et de transformation du monde. Et que cette articulation n'était pas seulement une affaire privée, personnelle, mais qu'en fait c'était un enjeu public. J'aurais presque envie de dire un enjeu politique. Mais que pour ça, eh bien, il fallait pouvoir mettre des mots là-dessus, fallait pouvoir le formuler, il fallait pouvoir le rendre audible. Et c'est ce qui m'a amené à, en fait, non seulement un travail de recherche, mais aussi d'écriture, qui a débouché justement sur quelques ouvrages comme sur l'éco-spiritualité et l'éco-psychologie. Et ces deux mots, ben, en fait, c'est un peu des néologismes. Et moi, j'aime bien, en fait, le fait d'avoir mis en un seul mot écologie et psychologie, écologie et spiritualité, éco-spiritualité, éco-psychologie, parce que ça veut vraiment montrer que il s'agit pas juste on pourrait dire d'ajouter une couche écologique à un chemin spirituel ou un chemin psychologique, ou d'ajouter une couche psychologique ou spirituelle à un chemin écologique, mais de vraiment de comprendre qu'en fait, les deux sont indissociables, les deux ne vont pas l'un sans l'autre, parce que nous sommes avec le vivant, nous sommes avec la Terre, dans une communauté d'être, dans une communauté de vie, dans une communauté de destin. Et en 2016, au niveau professionnel, il y a vraiment comme une espèce de grand cadeau du ciel qui m'a été offert, c'est-à-dire de pouvoir créer au sein de deux ONG suisses, EPER et Action de Carême, un laboratoire de transition intérieure, voilà, qui est un lieu maintenant que je co-anime et qui vise justement à travailler, à offrir des espaces d'expérimentation, d'exploration de cette reliance profonde à soi, aux autres, aux vivants, au plus grand que soi, pour justement promouvoir cette figure de la personne méditante, militante. Voilà, en quelques mots, un peu résumé, je dirais, un peu plus de 30 ans de ma vie. Merci beaucoup. C'était très complet. J'imagine que c'est pas évident de faire un peu le relief sur ces 30 ans, surtout que ces dernières 30 années avaient l'air très denses. Vous aimez vous définir comme un apprenti méditant militant. Ce sont deux termes qui peuvent paraître antagonistes, antinomiques presque. Vous, comment vous les reliez en fait? Comment on peut à la fois prendre soin de son monde intérieur tout en étant dans l'action, dans le militantisme? Alors d'abord, j'aimerais juste souligner ce que vous venez de dire, c'est que je me considère comme un apprenti militant. Pour moi, c'est vraiment très très important cette dimension d'apprentissage, parce que voilà, la personne méditante militante, c'est un peu comme ça une forme d'idéal, on pourrait dire, ou une figure, on va dire un peu archétypique, voilà, pour utiliser un mot peut-être un petit peu compliqué, mais c'est vraiment, en fait, ça exprime un mode d'engagement. Voilà, qui est un chemin on essaie d'être en cohérence avec voilà ce qu'on perçoit de la transition écologique et sociale, et simplement pour dire que moi je suis encore quelqu'un qui est plein d'incohérences et plein d'imperfections, donc c'est vraiment cette idée d'être en chemin. Alors peut-être sur cette notion de personne méditante militante et comment je vois cette articulation. Alors déjà peut-être dire je sais que le mot militant, moi-même, finalement, je l'aime pas tellement ce mot, quand bien même j'utilise cette notion et que peut-être voilà, j'ai un peu contribué à la populariser, parce que c'est vrai que ce mot militant, ben, je sais qu'il heurte parfois certaines sensibilités. Je le vois dans des conférences ou des ateliers. C'est vrai que militant, ça peut faire penser à militaire, et puis c'est quelque chose qui a été finalement souvent très utilisé historiquement dans ce qu'on a appelé la construction des partis politiques. Hein. Et puis, il y a plein de connotations qui renvoient dans le militant. Voilà, c'est un peu comme ça ce côté, ce qu'on peut appeler le militantisme sacrificiel, où on va finalement sacrifier toute sa vie de couple, son être, le sacrifice de soi pour une cause. Hein. C'est un petit peu ça.
Donc, simplement pour dire, peut-être pour les auditeurs et auditrices, voilà, il faut vraiment entendre ce mot militant un peu de manière générique comme cette dimension citoyenne ou éco-citoyenne de l'engagement. Et si on a de la peine avec ce mot, ben, il y a d'autres formulations qui sont tout à fait possibles et qui finalement disent plus ou moins la même chose. Ça peut être méditant, agissant, ou engagé, méditactant. Voilà, chacun trouvera le mot qui lui convient, mais je voulais juste faire cette petite précision. Alors, la question, elle est hyper intéressante que vous posez parce que je crois que ce qui est très important dans méditant, militant, c'est le trait d'union. Mm-hmm. Et ça revient justement à souligner ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette espèce de conscience de cette unité, alors qui n'est pas encore accomplie, hein, qui est vraiment à réaliser parce qu'elle est finalement en permanence, j'aurais envie de dire, violée, détruite, cette unité entre ces trois dimensions, voilà, la Terre, nous-mêmes, et puis cette dimension du plus grand que soi. Et donc, dans le méditant militant, il y a l'expression de cette unité. Donc, les deux vont ensemble. Et puis, en même temps, le méditant, il va avant le militant. Alors, ça ne veut pas dire que le méditant serait plus important que le militant, mais en fait, dans cette espèce de spirale, si au fond, il faut voir ça un peu comme une spirale, comme une dynamique entre les deux, eh bien, c'est vrai que mettre le méditant en premier, c'est une façon de souligner, enfin, ce qui est pour moi essentiel, c'est cette dimension intérieure, alors qui peut se vivre et se développer notamment à travers des pratiques de méditation, mais voilà, il y a peut-être encore d'autres chemins, parce que cette dimension intérieure, donc vraiment ce côté inspire, hein, où on descend vraiment à l'intérieur de soi, pour moi c'est vraiment un peu, on va dire, la source en fait. C'est le levier premier, c'est le levier fondamental pour l'action, pour l'engagement. C'est, moi personnellement, je médite, je prie tous les matins, par exemple. Je consacre un moment important à ça. Et c'est vrai que dans cette connexion, qui me connecte d'ailleurs pas seulement, à mon être profond, mais aussi, voilà, à ce qui me dépasse, et puis aussi aux vivants, et puis aussi du coup aux êtres, à tous les vivants et aux êtres humains autour de moi. Eh bien, c'est là que je vais trouver au fond ce qui va pouvoir inspirer, ce qui va pouvoir orienter, ce qui va pouvoir nourrir l'action de l'intérieur. Mm-hmm. Et parce que ma conviction, c'est que toute action, donc tout engagement militant, pour l'écologie, en politique, enfin ça peut être dans plein de domaines, eh bien, pour être féconde, cette action, elle doit vraiment partir du cœur profond. En fait, finalement, c'est une espèce de mouvement qui va on pourrait dire de l'intérieur vers l'extérieur, de l'être vers le faire, voilà, on pourrait dire du ciel vers la terre. Mais l'important, en fait, c'est vraiment d'entrer dans cette danse, c'est un peu comme la danse du yin et du yang finalement. Le méditant militant, c'est vraiment d'entrer dans une forme de respiration, et puis au bout du compte, peu importe par quel bout on va entrer, nous, on a dans les ateliers, dans les conférences, on voit des personnes qui sont très militantes, mais qui à un moment donné ressentent le besoin de pouvoir entrer plus profondément dans l'être, finalement, leur engagement, parce qu'elles peuvent sentir qu'elles s'épuisent, elles peuvent peut-être être en quête d'un sens plus profond à leur engagement. Puis on peut avoir des personnes qui sont dans un chemin spirituel, qui sont dans des pratiques de méditation, par exemple, qui font de la pleine conscience, de la pleine présence, ou qui sont dans un chemin spirituel et qui, à un moment donné, à partir de là, ressentent le besoin, avec voilà aussi l'actualité, avec les souffrances de la Terre, les problèmes climatiques, la biodiversité, les inégalités sociales, qui ressentent le désir de s'engager, mais qui justement ne voient pas trop comment effectuer cette articulation. Donc, peu importe par où on entre, c'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Alors, juste encore un mot sur la manière dont on peut vivre ça, ou par quoi on va le vivre. Eh bien, je dirais que dans une perspective de transition intérieure, eh bien, en fait, la manière de s'engager, finalement, est aussi important que l'engagement lui-même ou que ce pourquoi on s'engage. Alors, cette manière de s'engager, elle se traduit justement par des attitudes intérieures. Par des attitudes intérieures. Et je vais juste mentionner très rapidement 2-3 points. D'abord, je dirais pour moi ce qui est très important dans une démarche de méditant militant, et ça répond à ce comment en partie, eh bien, comment on s'engage en fait.
pour ce grand changement de cap, pour cette grande transition écologique et sociale. Alors moi, je constate, et puis je le constate même dans ma propre vie, mais à quel point, voilà, rien que quand on essaie de mettre en œuvre des changements dans nos modes de vie, dans nos comportements, les éco-gestes au quotidien, voilà, actuellement, ben, on doit apprendre aussi à entrer dans une forme de sobriété énergétique, tout ça. Peut-être finalement, tout ça peut être finalement parfois un petit peu laborieux, un petit peu fatigant, un petit peu épuisant, surtout quand en plus autour de nous, tout le monde ne veut pas forcément jouer le jeu ou ne voit pas l'importance de ces changements. Et je reviens à ce que je disais, c'est que pour que ça puisse être durable et profond, c'est important que ça soit ancré profondément dans notre être. Et que cet engagement ne soit pas seulement finalement le fruit d'une réflexion, j'aurais envie de dire intellectuelle. Alors on peut lire les journaux, on peut lire plein de rapports, le GIEC qu'on trouve sur Internet ou ailleurs. Mais pour moi, le plus important, c'est que ça soit vraiment un mouvement du cœur. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne soit pas seulement informé, mais qu'on soit touché. Donc, c'est vraiment cette histoire de la lucidité. C'est important d'être lucide sur ce qui se passe, mais être lucide, c'est plus qu'être informé. C'est vraiment être touché. C'était le sage bouddhiste Thich Nhat Hanh qui disait « Écoutez en nous les échos de la terre qui pleure ». Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, du coup, c'est de se connecter à ce qui est vivant et vibrant au fond de nous. Hein, au fond, à notre désir, à notre aspiration la plus profonde, qui n'est pas toujours d'ailleurs facile à identifier, à trouver, à discerner. Parce que, en fait, c'est vraiment de se connecter à ça, vraiment ce qui chauffe notre cœur, ce qui nous rend vivants, ce qui est vraiment essentiel. Et puis, c'est à partir de là qu'on va s'engager. Et du coup, ces engagements, ils vont être extrêmement divers. Pour certains, ça va être de rejoindre Extinction Rebellion et puis peut-être d'aller faire des actions de désobéissance civile. Pour d'autres, ça va être de rejoindre une association qui fait de la permaculture. Pour une troisième personne, ça va peut-être d'entrer dans des pratiques artistiques, etc., etc. En fait, chacun va apporter sa contribution et je crois que la transition, c'est un formidable écosystème qui, comme en permaculture, vit de cette diversité. Donc, en un mot, que le moteur, ça soit pas le il faut, parce que c'est vrai que avec tout ce qu'on lit, on est souvent dans ces injonctions il faut, il faut, il faut, et de passer de cette écologie du il faut à une écologie du désir et qui aussi est portée par une vision qui nous inspire et qui, en fait, nous aspire, c'est-à-dire ce vers quoi on a envie d'aller. Merci. Voilà peut-être quelques éléments sur ce militant. Oui, c'est très clair, hein, l'articulation entre l'écoute de soi avant et pour se mettre dans l'action, s'ouvrir au monde de la façon qui nous est juste et qui résonne. Justement, vous avez une grande expérience du monde associatif, hein, des ONG dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous avez pu observer, ressentir ce fonctionnement double entre le méditant et le militant au sein des institutions dans l'aspect politique macro de l'engagement? Est-ce que c'est une posture qui est simple à adopter dans ces univers-là? Alors, la question est difficile. Alors moi j'ai fait, si vous voulez, longtemps du travail aussi de plaidoyer et voilà au sein d'une association dont le travail était de faire justement du travail de lobbying auprès des politiques, auprès des institutions, ou même moi-même, si vous voulez, le laboratoire est inscrit dans une grande ONG ou deux grandes ONG. Alors c'est vrai que c'est difficile de répondre d'une manière globale à ça parce que là on est toujours en lien avec des personnes, en fait. Mais ce que moi j'ai observé, et ce qui me paraît du coup, ça nous ouvre à une autre dimension importante de la transition intérieure. Je pense que pour que ça soit possible au niveau d'un changement institutionnel, donc au niveau d'une organisation, au niveau d'une institution, donc si j'ai bien compris, c'est ça votre question. Oui. Je crois que ça passe aussi par la mise en place de nouveaux modes de gouvernance. Et eh bien, le laboratoire de transition intérieure, dans la première phase, l'organisation qui en fait m'avait finalement engagé pour construire ce laboratoire, créer ce laboratoire de transition intérieure, était aussi dans une démarche, et puis ensuite ça s'est très vite concrétisé, de ce qu'on appelle holacratie, c'est-à-dire c'est ces formes de gouvernance partagée, très horizontale. Holacratie, c'est une forme holos, c'est-à-dire selon le tout, c'est-à-dire où on va s'inspirer du vivant.
et où en fait on va mettre en place toute une série de nouveaux mécanismes qui vont induire d'autres façons d'avoir des relations au pouvoir, d'autres façons de décider ensemble, d'autres façons de faire ensemble, de travailler ensemble, avec justement des espaces qui vont permettre, j'aurais envie de dire, de créer du nous. Voilà, en fait, un nous, c'est-à-dire vraiment une forme de reliance aux autres, mais au service de la raison d'être de cette organisation, mais en prenant en compte et en soignant, en prenant soin de la singularité de tous les jeux qui le composent. Et ça, c'est des techniques, hein, c'est des approches, c'est des nouvelles manières de faire des séances, c'est un travail où on va travailler en cercle, où on n'a plus de cahier des charges, mais on a des rôles, voilà, etc. C'est vraiment une toute autre approche de l'organisation. Et là, eh bien, pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est que l'organisation, du coup, elle entre dans les nouveaux modes de fonctionnement, et le mode de fonctionnement lui-même va induire euh, des postures intérieures, notamment en lien avec le pouvoir, le faire ensemble, qui vont être différentes et qui vont créer des espaces où cette dimension militante va pouvoir se vivre. Euh, Quand on est dans des démarches de gouvernance partagée, pour être très concret, on a, et ça c'est très développé en transition intérieure, on va commencer toutes les réunions par ce qu'on appelle un moment d'ancrage ou de centrage, qui est comme un moment de méditation, voilà, qui peut être silencieux, qui peut être guidé, voilà, où chacun va pouvoir être invité à se connecter, voilà, à comment il se sent ce matin, au niveau de son corps, au niveau de ses émotions, au niveau de son mental. Et puis après, on va faire un moment de météo intérieur, comme on dit, qui va permettre à chacun d'exprimer, voilà, ce qui est vivant en lui, et puis peut-être aussi les émotions qui l'animent, peut-être les difficultés, etc. Donc on va honorer finalement, par cette météo intérieure, l'état du moment de chacun. Et puis, on va aussi avoir des nouvelles manières de communiquer ensemble. Typiquement, dans l'organisation où j'étais, on donnait, par exemple, beaucoup plus on donnait beaucoup d'importance il n'y avait aucune séance qui était obligatoire, par exemple. C'est-à-dire que toutes les séances étaient facultatives parce que il fallait vraiment que si on allait à une séance, on y allait avec une énergie où on avait envie de participer et pas parce que c'était une contrainte. Évidemment, la règle voulait aussi que si on n'était pas là, qu'on accepte les décisions qui étaient prises. Mais si vous voulez, du coup, on entre aussi au niveau dans des logiques de coopération. Et je prendrai juste cet exemple-là où alors on institutionnalise un autre rapport au pouvoir. Et on va donner beaucoup plus d'importance à ce qu'on pourrait appeler le pouvoir que par rapport au pouvoir sur, ou le pouvoir avec, le pouvoir avec, ou ce qu'on appelle parfois aussi le pouvoir du dedans, par opposition au pouvoir sur. Le pouvoir sur, on est encore dans des logiques hiérarchiques. On est dans des logiques justement de pouvoir au sens de substantif du mot pouvoir, c'est-à-dire où il va y avoir une dimension, voilà, d'autorité, au fond de mauvaise autorité, de domination, d'autorité au sens de domination. Et l'autre risque de très vite devenir une forme de concurrent ou de rival, si vous voulez, ou avec aussi le contrôle de l'information, enfin différentes choses comme ça. Et là, on va sortir de ça pour aller vers un modèle de pouvoir ou alors là, on est vraiment dans une coopération avec où l'autre, du coup, devient un allié. Vous voyez, on entre dans une autre dynamique. Une autre dynamique, c'est par exemple, souvent on est obsédé par l'efficacité, alors on fixe des objectifs, puis on dit avec ces objectifs, il y a des indicateurs, et puis on entre dans tout un système aussi de contrôle, etc. Et puis voilà, c'est l'optimisation de l'usage des ressources en vue d'objectifs à réaliser. Quand on est dans des démarches justement de gouvernance partagée, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas efficient, c'est un petit peu différent de l'efficacité, mais on va aussi donner de la place à ce qu'on pourrait appeler la fécondité, c'est-à-dire quelque chose qui est moins mesurable, quelque chose qui est plus qualitatif, quelque chose qui est plus profond, qui invite à s'insérer dans un processus. En fait, le processus, c'est un peu comme le vivant, hein, c'est pas en tirant sur la tige d'une plante qu'on fait qu'elle va pousser, mais c'est en préparant la terre, en plantant une graine, en arrosant, en sarclant. Voilà, on va entrer dans ces dynamiques, et dans ces dynamiques-là, on est attentif à ce qui peut émerger, qui n'était peut-être pas prévu. Et du coup, le temps devient un allié aussi plutôt qu'un adversaire. Voyez. Donc, je dirais que pour que ça s'institutionnalise, ça passe aussi par des nouveaux modes d'organisation et de gouvernance. Oui.
Oui, oui, ben c'est justement à ça que je pensais lorsque je vous demandais de décrire comment l'institution peut porter en fait cet alliage entre ces deux états d'être et de faire. Est-ce que justement donc ces nouvelles pratiques permettent de toucher, de passer du mental à l'affect, au côté sensible dans la prise de décision, dans finalement le politique? Alors écoutez, oui, si on pense le politique au sens large, alors après, moi, je sais pas, je suis pas je suis plus depuis longtemps dans les sphères politiques ou dans les partis ou dans les administrations. Donc après, je pense peut-être qu'il y a dans ces administrations et dans les partis des personnes qui peuvent fonctionner comme ça ou des petits groupes. Mais si je pense effectivement à mon vécu dans une organisation, oui, je pense que c'est extrêmement important d'entrer dans des démarches où les décisions ne vont pas être simplement le fruit d'une réflexion, j'aurais envie de dire rationnelle, même si il faut pas de nouveau sur la raison, hein, parce que voilà, nous sommes des êtres où on a effectivement une tête, on a un cœur et on a des mains. Et en transition, on dit toujours que ce qui est important, c'est comment on va réussir à allier les trois et à faire en fait que tout ce qu'on met en œuvre va permettre non seulement de nourrir la tête, le cœur et les mains, mais va pouvoir d'une certaine manière en être la manifestation ou l'expression. Ce qui suppose dans de nouveau ces modes de fonctionnement et dans de nouveau les processus de pouvoir donner de l'espace pour ces trois dimensions. Et il est vrai que dans nos sociétés ou dans les organisations, on donne souvent beaucoup de place à la tête et au rationnel, mais très peu finalement à la dimension du cœur. Et je crois que là, c'est vraiment très important. Et pour moi, alors je reviens à la personne méditante militante, c'est un des grands principes pour moi de la personne méditante militante. Quand on dit, ben voilà, qu'est-ce qui est finalement, ce que j'entends aussi derrière votre question, qu'est-ce qui est finalement à la source de l'action? Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va être le moteur de l'action? Qu'est-ce qui va la nourrir? Alors moi, j'aime beaucoup dans la tradition taoïste, c'est ce qu'ils appellent le wu-wei, qui est en fait le non-agir. Alors, le non-agir, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Le non-agir, c'est simplement une action qui n'est pas gouvernée par l'ego, en fait, ou la volonté de l'ego. Hein, cet ego qui veut s'affirmer, qui veut imposer ses idées, qui veut imposer sa volonté. Ce qui veut dire que, voilà, déjà, dans une dynamique de groupe, eh bien, on va créer un espace où on va simplement aussi être à l'écoute des autres, hein, et on va donner de l'espace au centre où c'est pas simplement ma volonté avec mon ego, avec mes idées que je vais essayer d'imposer aux autres, mais je vais être dans une écoute, dans cette démarche de coopération. Mais plus profondément, c'est vraiment de me dire quand j'agis, ou même quand je suis en interaction avec les autres, c'est qui est aux commandes. Est-ce que c'est cet ego qui veut, qui sait, etc., mais qui est aussi souvent un peu en mode survie ou en mode voilà volontariste, ou bien est-ce que au contraire quand j'agis, eh bien je laisse agir en fait à travers moi une force, une énergie, quelque chose, une réalité qui est plus grande que moi. Ça peut être la force du vivant, ça peut être la force de la terre. D'où l'importance aussi, à un moment donné, de pas simplement se connecter à son intériorité, mais de tous ces exercices qu'on propose et qui sont au cœur de l'éco-psychologie, de connexion au vivant. Et nous, on peut tout à fait vivre des moments, quand on fait ces moments, voilà, dans le laboratoire de transition intérieure, avant de commencer une réunion, on peut tout à coup se mettre en cercle. On a la chance d'avoir un petit jardin et prendre du temps pour se connecter justement au vivant, se connecter à la nature, se connecter à la terre. Et puis justement de pouvoir un peu écouter ce qu'elle a à nous dire et pouvoir en fait laisser ouvrir un espace à l'intérieur de nous pour que son énergie, pour que sa voix puisse se faire entendre et que son énergie puisse ensuite se manifester à travers nous. Ça peut être, voilà, pour ceux qui sont dans cette approche-là ou dans cette ouverture-là, une dimension plus spirituelle, voilà, dont nous parlent les mystiques. Et je crois que c'est vraiment comment on arrive à créer l'espace à l'intérieur de soi. Ça veut dire que l'ego, ben, il crée l'espace, c'est-à-dire qu'il n'est pas au centre de tout, il prend pas toute la place, mais il laisse de l'espace pour avoir, et ça c'est une démarche d'humilité, c'est une démarche de lâcher prise, pour qu'autre chose puisse nous habiter. Et cette autre chose, c'est précisément ce qui nous relie profondément aux autres et aux vivants. Merci. Est-ce que cette autre chose, cet espace, on pourrait le rapprocher de l'inconscient écologique tel qu'il est proposé par Rosac? Donc il nous propose de le libérer, cet inconscient écologique. Est-ce que c'est une autre façon justement de définir cette appartenance à un grand tout, à une
une identité cosmique. Alors c'est vrai que la notion d'inconscient écologique, pour moi, ça a été une grande découverte. Voilà, quand j'en ai pris connaissance, c'était dans mes recherches sur l'écopsychologie. Voilà, il y a une dizaine d'années. Alors, simplement pour comprendre cette notion d'inconscient écologique, elle peut paraître comme ça un petit peu étrange. Alors, en tout cas, on n'en a pas beaucoup l'habitude dans le monde francophone, en Occident. Alors peut-être juste pour bien comprendre cette notion, je ferai juste un tout petit détour par une autre notion qui fait en fait référence à ce dont vous avez parlé tout à la fin de votre question. C'est la notion de soi écologique. Le soi écologique, qui est une notion qui vient de l'écologie profonde, avec voilà son fondateur qui s'appelait Arménès, Nae2S, voilà qui était le père de ce courant de l'écologie profonde par rapport, on pourrait dire, à l'écologie superficielle et qui est un courant qui s'est beaucoup développé à partir des années 1970. Et dans cette idée du soi écologique, au fond, c'est une invitation à revisiter notre identité, au fond, à nous poser la question de qu'est-ce que je suis, qui je suis, et donc d'étendre justement, élargir le sens de qui je suis et de ce que je suis, et de ce à quoi j'appartiens, c'est-à-dire en intégrant justement non seulement mon être intérieur, non seulement mes proches, et puis on pourrait dire, voilà, en fait, la société humaine, mais au fond, toute la communauté du vivant dont je suis membre, dont nous sommes membres. Et de comprendre justement que notre lien au vivant, notre lien à la nature, notre lien à la terre est partie intégrante de notre être. Et ça, c'est souvenir que dans humain, il y a le mot humus, qui est en fait la racine étymologique, et donc humus, c'est justement la terre, c'est le sol. Et donc de comprendre que ce lien à la nature, ce lien au vivant, il est ancré dans notre être, il est ancré dans la structure même de notre corps, de notre âme aussi. Donc en fait, c'est vraiment l'idée que nous sommes partie intégrante du cosmos, nous sommes le fruit de ces dizaines de milliers d'années, voire plus de millions d'années, de centaines de milliers d'années de cohabitation avec les autres formes de vie, depuis en tout cas que le genre humain est apparu. Donc en fait, on est partie intégrante du cosmos et de toute cette histoire de l'évolution. Et puis en même temps que ce cosmos, cette nature, cette terre, ce vivant, est en nous. Alors il est en nous dans notre corps, avec tous ces règnes, le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Mais justement, disent les écopsychologues, Theodore Roszak, qui a introduit cette notion d'inconscient écologique, il nous dit aussi, il est présent, ce vivant, dans notre âme. Et c'est là qu'on arrive à cette notion d'inconscient écologique. Vous savez, l'inconscient, c'est, voilà, Freud, il a parlé d'un inconscient personnel, avec toutes les dimensions du refoulé, des refoulements. Jung a parlé d'un inconscient collectif. Alors là, c'était un petit peu avec tous les grands archétypes de notre culture. Et puis, Roszak introduit, c'est en 1992, la notion d'inconscient écologique dans un livre qui n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle The Voice of the Earth, la voix de la Terre. Et en fait, Roszak, il définit l'inconscient écologique, il dit que c'est la mémoire vivante de l'évolution cosmique. Voilà, on a en nous, non seulement dans notre corps, on pourrait dire jusqu'à la dernière de notre cellule, mais jusqu'au plus profond de notre être et de notre psyché, une mémoire qui est vivante de toute cette grande histoire de la Terre. Ça veut dire que les strates, comme il dit, les strates, non, les couches les plus archaïques, les plus profondes, les plus anciennes de notre psyché, elles sont tissées non seulement, on pourrait dire, d'interaction avec les autres humains ou avec la culture, mais aussi avec le cosmique, aussi avec la Terre, aussi avec la dimension animale. Et ça, pour lui, c'est vraiment, d'une certaine manière, la racine la plus profonde de notre, la plus profonde et la plus intime de notre lien au vivant. C'est pour ça que, en fait, c'est à réveiller, si vous voulez. C'est à cultiver. Et qu'il faut justement, de cette mémoire, il faut faire mémoire. C'est-à-dire qu'il faut nous en souvenir. Et c'est d'ailleurs l'expérience qu'on peut faire parfois quand on va dans la nature sauvage. Et puis, à un moment donné, on peut avoir l'impression qu'on se retrouve comme à la maison. Il peut y avoir tout à coup une espèce d'expérience
de lien, d'harmonie, même si ça suppose peut-être de traverser pendant un moment des formes de peur ou des formes d'inconfort, mais tout à coup on peut se sentir en profonde harmonie avec le vivant, comme si on était à la maison. Eh bien, ça a à voir avec le fait qu'on va retrouver, comme d'une certaine manière, ce lien intime avec la nature et puis la nature sauvage et que nous portons en fait au plus profond de notre être. Et ça, eh bien, alors c'est une notion, si vous voulez, l'inconscient écologique qui évidemment n'est pas encore autant documentée que l'inconscient personnel freudien ou que l'inconscient collectif jungien, mais voilà, certains écopsychologues disent, alors bon, là je vais vraiment beaucoup simplifier, mais ils disent, si on observe par exemple un petit enfant, voilà, quand il explore le monde, eh bien on voit par exemple, on sait tout le plaisir qu'il va pouvoir prendre à se baigner, par exemple, de prendre un bain chaud, hein, se baigner dans de l'eau chaude, caresser un animal, là il va prendre un grand plaisir, ou peut-être même être en contact avec l'herbe ou avec la terre, quand on le pose dans l'herbe, qu'on le pose dans la terre. Alors c'est vrai que souvent, je dirais, alors bon, c'est un petit peu de la psychanalyse de café de commerce, mais c'est un peu très basique ce que je dis là, mais souvent ça a été interprété comme une forme soit de mécanismes sensoriels, tout simple, voilà, l'éveil des sens, qui est évidemment aussi une partie de la réalité, soit comme une forme de réminiscence finalement de ce temps passé dans le ventre matériel, hein, de cette osmose finalement avec la mère. Mais du coup, les écopsychologues nous disent, mais si c'était aussi peut-être la mémoire ou la recherche de ce lien plus originel, du coup peut-être avec la terre-mère ou avec cet océan primordial, puisque nous savons qu'à l'origine, eh bien, Oui. nous venons de l'eau, et qu'il y a inscrite cette mémoire justement dans les cellules de notre inconscient. Et là, juste pour terminer, eh bien, une manière aussi d'entrer en contact avec cet inconscient, c'est comme je disais, de pratiquer, par exemple, ce qu'on appelle des quêtes de vision, c'est-à-dire vraiment des moments de connexion profonde ou voilà, de séjour, ou en fait vraiment d'aller dans la nature et de s'immerger, voilà, d'immersion profonde dans le vivant. Ou alors, ça peut aussi être les rêves, puisqu'on sait que les rêves sont une voie royale pour l'inconscient. Et là, il y a des démarches des écopsychologues absolument passionnantes sur une autre interprétation des rêves, en particulier de toutes les figures finalement végétales et animales, les arbres, les animaux qui peuvent apparaître dans nos rêves, et du coup de ne pas simplement les voir un peu comme des symboles finalement de réalité intrapsychique ou des projections de notre psyché, mais peut-être ces plantes, ces animaux, ces montagnes, ces rivières, ça peut être en tant que tel, c'est-à-dire en tant que plantes, animaux, montagnes et rivières, qu'elles viennent nous visiter dans nos rêves pour nous dire quelque chose de leur réalité à elles. D'accord. Ce que j'entends, il ne s'agit pas uniquement nous-mêmes de faire l'action, d'émettre cette intention de se relier à cet inconscient écologique, mais également de se laisser traverser par lui, de les recevoir en fait les signes, les symboles qui peuvent émerger, toi en rêve, mais pourquoi pas également au quotidien. Jung justement, il voit des symboles dans des insectes qui viennent nous visiter, dans des formes qui se représentent et qui ont un sens pour nous. Voilà, il parle même de synchronicité. Donc c'est un double mouvement finalement, une conversation peut-être avec cet inconscient écologique. Oui, alors, mais justement, ce qui est intéressant dans les démarches de certains écopsychologues, je pense notamment un psychanalyste jungien, Stephen Eisenstadt, qui lui a élaboré justement une nouvelle approche justement des rêves et, et de dire, et ça je pense que, comme alors exactement ce que vous dites, c'est-à-dire voilà, il peut y avoir un insecte ou un animal qu'on va pouvoir, à travers par exemple des synchronicités ou des rencontres, qui va avoir quelque chose à nous dire, hein, alors aussi au niveau symbolique, mais il peut avoir quelque chose à nous dire du coup au niveau de notre propre vie, au niveau de notre propre psyché, au niveau voilà, de notre propre existence intérieure, mais il a peut-être aussi, plus simplement, quelque chose à nous dire de sa réalité. Et l'idée justement de l'inconscient écologique, alors là on entre dans une autre vision, mais que les écopsychologues ont vraiment repris et qu'ils ont notamment repris de
de toutes les traditions, en particulier des peuples premiers, c'est cette notion d'âme du monde, c'est-à-dire en fait que la nature, le vivant, n'est pas qu'une réalité matérielle, mais a aussi finalement une dimension intérieure. Que le vivant a une âme, que les êtres autres qu'humains ont aussi une âme, et que il y a comme une forme de psyché de la Terre, une psyché du vivant, à laquelle nous sommes connectés par rapport à notre propre psyché. D'ailleurs, Jung a des textes très très intéressants où il dit justement que, à un moment donné, il dit notre psyché, qui n'est pas, il dit, elle n'est pas simplement confinée à l'intérieur de notre corps, mais elle pénètre la Terre et elle est pénétrée par elle. C'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, et lui-même, il raconte dans certains de ses livres des expériences, voilà, de connexion profonde qu'il a pu faire avec la nature. Et il dit finalement que c'est comme si à un moment donné, il y a la frontière, dit-il, entre notre psyché et la psyché de la Terre est extrêmement ténue, et on ne sait plus finalement exactement s'il s'agit de ma psyché ou de cette psyché cosmique, c'est-à-dire de cette psyché plus large, dont notre psyché fait partie, mais qui fait partie de notre psyché. Et en fait, à travers ces rêves, eh bien, c'est d'une certaine manière comme l'âme de ces animaux, ou de ces plantes, ou de ces arbres, qui viendraient rencontrer notre âme, puisqu'on sait que, eh bien, dans le rêve, eh bien, on sort finalement de la conscience de notre corps, hein, d'une certaine manière. Et en fait, il y a cette rencontre qui se fait là. Et donc, qu'est-ce que ces êtres-là ont à me dire de leur réalité? Et c'est là, du coup, il y a des instituts aux États-Unis qui se sont créés au niveau des rêves collectifs aussi, ou des rêves personnels, pour faire le lien avec les réalités de la Terre et pour peut-être aller chercher dans les rêves et dans la connexion aux vivants à travers les rêves, peut-être aussi des signes, des indications pour nourrir notre engagement pour la guérison de la Terre et de l'humanité. D'accord. D'accord. Ben, vous parliez tout à l'heure d'éco-psychologues qui viennent justement guider cet éveil des sens, cette reliance, cette interdépendance, cette sensation d'interdépendance. Comment les éco-psychologues peuvent justement nous aider à prendre conscience de cette appartenance commune? Qu'est-ce qui les distingue des psychologues classiques? Bon, alors, si vous voulez, l'éco-psychologue par rapport au psychologue classique, eh bien, et c'est là où cette notion d'éco-psychologie, elle est très intéressante. Eh bien, en fait, d'une certaine manière, il va s'ouvrir et étudier les interrelations profondes entre la psyché. Donc ça, c'est, si vous voulez, un peu le travail ou le champ d'exploration classique de la psychologie, c'est-à-dire cette vie intérieure, cette vie psychique, donc toutes ces dimensions conscientes et inconscientes. Eh bien, l'éco-psychologue, il va, lui, travailler sur les interrelations entre cette psyché, dans toutes ces dimensions, et la Terre, c'est-à-dire l'oikos, hein, oikos, psychologos. Oikos, c'est la Terre, justement, c'est la maison commune, qui est la maison qu'on habite, c'est cette maison qui nous offre en hospitalité, qui est ce vivant, voilà, sans lequel d'ailleurs nous ne pourrions pas vivre. Psyché, eh bien, c'est l'âme, c'est vraiment la psyché, et puis logos, c'est l'étude. Donc, il va lui travailler sur les interrelations entre ça. Alors, c'est vrai que la psychologie s'est beaucoup développée, notamment depuis les années 1960, si vous voulez, avec justement toutes les approches systémiques en particulier, où on a ouvert de plus en plus, en fait, finalement, l'intériorité humaine, ces grandes arcanes de l'intériorité humaine qui étaient explorées par la psychologie, on les a ouverts à la société humaine, aux interrelations avec les autres, le couple, la famille, la société. Mais c'est vrai on avait très peu encore, quand je parlais tout à l'heure du soi écologique, étendu finalement ce champ de recherche, ce champ d'étude, et donc cette dimension de l'être, en fait, aux interrelations avec les autres qu'humains, avec la Terre et tous les autres qu'humains qui l'habitent. Les éco-psychologues, c'est ça qu'ils font. Les éco-psychologues, ou finalement l'éco-psychologie, elle naît précisément d'une conscience des problèmes écologiques. Et c'est en fait face à ces problèmes écologiques, face à ces souffrances de la Terre, qu'à un moment donné, des psychologues se rendent compte que
pour pouvoir répondre en profondeur à ces problèmes écologiques, eh bien, d'une part, que l'écologie et la psychologie ont besoin l'une de l'autre. C'est-à-dire que la psychologie, elle a besoin de l'écologie pour pouvoir restituer toute une série finalement de mal-être, de stress, de pathologies même, de souffrances, des souffrances d'ailleurs aussi qui sont d'ordre psychique, de relier ça aux problèmes écologiques et aux réalités plus larges des écosystèmes. Parce que c'est vrai que beaucoup d'éco-psychologues sont, dans l'éco-psychologie, il n'y a pas que des psychologues, c'est un champ transdisciplinaire, comme son nom l'indique, mais il y a quand même beaucoup de psychothérapeutes, beaucoup de psychologues, de psychiatres, et c'est des personnes qui eux-mêmes, à un moment donné, ont souffert des souffrances de la Terre et ont vu aussi apparaître dans leur cabinet, et aujourd'hui on parle beaucoup d'éco-anxiété, des personnes qui venaient avec des souffrances, avec des douleurs, avec des stress, avec des dépressions, toutes sortes de choses, qui avaient en fait, quand ils commençaient à ouvrir ce champ dans le dialogue ou à creuser, qui avaient des liens directs avec les problèmes écologiques, avec les déséquilibres écologiques, climatiques, d'extinction des espèces, etc. Donc, du coup, la nécessité de pouvoir faire cette connexion. Et de l'autre côté, dans le champ de l'écologie, on voit bien que, eh bien, pour pouvoir répondre en profondeur, on doit aussi prendre en compte, finalement, toutes les causes profondes et psychologiques de ces déséquilibres écologiques qui ont à voir avec justement des comportements anti-écologiques qui peuvent être liés à des addictions, au consumérisme, à toute une série de mal-être qui justement après se traduisent dans des comportements notamment consuméristes qui détruisent la planète. Donc en fait, l'éco-psychologue, il se dit comment on peut finalement on a aujourd'hui besoin de créer une alliance entre ces champs et puis d'explorer les interrelations dans les deux sens entre les souffrances de la Terre et les souffrances humaines, mais aussi sur le versant plus j'aurais envie de dire solaire, parce que les éco-psychologues, finalement, ils s'engagent parce qu'ils aiment la Terre, donc il y a aussi toutes ces beautés de la Terre et puis en même temps toutes les beautés de l'être humain, et c'est une des convictions des éco-psychologues, c'est que quand bien même l'être humain est capable du pire, et on le voit, c'est pas uniquement au niveau individuel, parce qu'après il y a toutes les dimensions structurelles, sociales, collectives, est capable du pire, et on le voit dans toutes les destructions aujourd'hui, que ces comportements, ou que ces structures, ou que son mode de développement, ou que la société croissanciste, productiviste, consumériste engendre par rapport à la Terre, mais en même temps, c'est un éco-psychologue qui dit, il y a cette part, cette personne indemne qui habite chaque être humain et qui, elle, est capable profondément d'interconnexion et de relations harmonieuses avec le vivant. Et c'est ça justement qu'il faut éveiller. Et donc, il y a une espèce de forme de grande espérance et de vision très positive sur la capacité de l'être humain à changer à partir du moment où on réveille finalement cette personne secrète indemne qui, elle, est capable de relations équilibrées et harmonieuses avec les autres et aussi avec la Terre et les autres humains. Mmh. Oui, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. On en revient aux pratiques dont on parlait au début de l'épisode, c'est-à-dire de se donner le droit, la liberté en fait de ressentir cela même dans un cadre structurant au sein d'organisations. Je parlais de politique, mais c'était vraiment au sens large pas uniquement au sens partisan. Donc, je pense que c'est aussi un des enjeux de l'éco-psychologie et moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire de comment insérer cette façon de ressentir le monde au sein, pas uniquement dans des éco-pratiques et des écothérapies, mais également au sein en fait de notre quotidien, de notre société. Oui, puis moi je pense qu'alors là il y a un vrai enjeu, et d'ailleurs justement il y a des grands débats maintenant au sein de l'éco-psychologie par rapport à ça. C'est-à-dire de dire en même temps, parce que voilà, ça reste de l'éco-psychologie, donc on reste quand même parfois très centré quand même sur l'individu, sur la personne. Et puis c'est vrai et moi je suis très sensible à ce que vous dites, c'est-à-dire dans cette perspective, parce que finalement l'enjeu quand même de tout ce en tout cas c'est ce pourquoi moi je m'engage, c'est pas simplement faire un peu de protection de l'environnement comme on dit ou de développement durable, ce qui est déjà évidemment très important, ou de développer les éco-gestes au quotidien. Mais je pense qu'aujourd'hui l'enjeu c'est vraiment d'opérer cette grande transition écologique et sociale.
la transition au sens fort, c'est-à-dire de transirer, c'est-à-dire d'aller au-delà. En fait, c'est un véritable changement de paradigme, de changement de système qu'on doit opérer. C'est pas juste de réguler finalement ce système croissanciste, productiviste, consumériste, avec sa logique de démesure. Bien sûr qu'il faut le réguler, qu'il faut le freiner, qu'il faut en réduire les impacts négatifs et tout, mais en même temps, on doit sortir de ce système pour aller vers autre chose. C'est ça l'idée de transition au sens fort. Et pour ça, on doit travailler sur des dimensions individuelles et collectives, et sur des dimensions intérieures et extérieures. Et c'est ça le grand défi, c'est comment on arrive à articuler toutes ces dimensions. Et c'est vraiment important de pas non plus surpsychologiser, individualiser les enjeux écologiques, de façon comme si on voulait déplacer tout le poids de la responsabilité sur au fond, on pourrait dire, sur les épaules des seuls individus, hein. C'est parfois d'ailleurs toute cette histoire d'empreinte écologique, à quoi ça peut parfois conduire, même si c'est une notion qui est extrêmement importante. Et donc vraiment de comprendre que finalement, même en tant qu'individu, et j'ai ma responsabilité que je dois assumer, donc c'est vraiment quelque chose de très important de travailler évidemment sur ce plan-là, mais qu'il y a aussi comme ces grands acteurs structurels, les organisations, les gouvernements, les entreprises qui ont des impacts énormes sur la planète. Donc c'est pour ça que pour pouvoir agir sur ces acteurs-là, il faut des organisations et des médiations institutionnelles. Comme individu, c'est très difficile d'avoir un impact ou un levier pour agir sur ces dimensions plus structurelles. Donc ça passe par les organisations, et c'est important que ces organisations, justement, puissent intégrer aussi dans leur fonctionnement tous ces apports de l'écopsychologie. Et c'est là où l'écopsychologie, elle a un grand défi, c'est d'une part d'intégrer dans toutes ces recherches, dans toutes ces théories, cette dimension, plus on pourrait presque dire de réflexion sociétale, de réflexion socio-politico-économique, vraiment d'intégrer ça dans l'approche, et puis ensuite de voir comment, et ça passe justement, des écopsychologues disent, on doit aussi nous-mêmes maintenant, en tant qu'écopsychologues, non seulement nous organiser collectivement, mais ensuite nous connecter à toutes ces dynamiques de transition, toutes ces initiatives de transition. Et la transition, c'est la différence par rapport au développement durable, c'est que c'est des dynamiques qui sont des dynamiques collectives où on recrée du tissu communautaire. Et dans ce tissu communautaire, c'est vraiment important justement qu'il y ait de la place pour les nourrir, pour les vivre et justement pour qu'elles soient durables, de donner de la place à toutes ces pratiques dont on parle, mais qui vont permettre de vraiment cultiver ces dimensions de reliance, en fait, de reliance profonde. Et là, c'est aussi un des grands enjeux de l'écopsychologie, d'arriver à vraiment faire toutes ces connexions. Et là, on entre, et je pense que c'est aussi à ça, sans doute, que sert votre podcast, c'est vraiment de créer, non seulement nourrir les personnes, mais de pouvoir aussi, à travers ça, pouvoir participer à cette grande mise en réseau, finalement, de toutes ces énergies qui, par un bout ou par un autre, œuvrent à ce grand changement de paradigme. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, hein, vraiment, le but, c'est un des objectifs de ce podcast, c'est notamment d'unir des visions différentes vers un objectif commun. Donc voilà, de se relier à cette écologie globale avec des personnalités qui le font de façon toutes très diverses, mais reliées et incarnées avec le cœur. Et j'ai appelé ça la nouvelle conscience. Et je me demandais pour vous, avant que nous nous quittions, ce sera l'avant-dernière question, comment ça résonne pour vous une nouvelle conscience? Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Alors pour moi, nouvelle conscience, d'abord ça peut signifier une première chose, c'est une nouvelle conscience du vivant. Je pense qu'un des grands enjeux quand on parle de changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on a justement à travailler sur aussi tout un système de représentation. Quand je parlais de ce système croissanciste, obsédé par la croissance matérielle, productiviste, consumériste, moi, je préfère utiliser ce mot-là, que j'emprunte d'ailleurs à un économiste qui s'appelle Christian Hansperger, plutôt que de parler de capitalisme, même si évidemment cette dimension-là, elle est très forte au sein du capitalisme. Mais si on veut vraiment, en fait, si on va à la racine, oui, voilà. Pour moi, une nouvelle conscience, ça veut dire qu'on va à la racine des problèmes. Et à la racine des problèmes, on a certaines visions du monde. Et
et certaines conceptions. Et tout ce système économique, socio-économique, détruit le vivant par sa démesure, par ses excès, par ce toujours plus vite. Il repose sur une vision du vivant, sur une vision de la nature comme une vision qui est finalement très matérielle. C'est une vision qui est très dualiste aussi, hein, où on a séparé l'être humain et la nature, l'être humain et le vivant. Dualiste, très matériel, on l'a réduit à sa dimension matérielle. C'est pour ça que c'est devenu finalement un stock de ressources et une marchandise. C'est aussi une vision du monde, pour être presque, j'aurais envie de dire, très masculine, un peu patriarcale aussi, finalement, quand on va aux racines, où il manque justement cette dimension du féminin. Voilà. Donc, nouvelle conscience, c'est déjà d'entrer dans une nouvelle vision, nouvelle représentation de ce qu'est le vivant, de ce qu'est la nature. Aussi avec cette grande conscience de toutes les interdépendances et que le vivant, justement, il n'est pas que matériel, mais qu'il a une âme, il a une intériorité, et que ce vivant, eh bien, nous sommes dans le vivant. On n'est pas simplement en train de marcher sur la terre, comme si la terre était extérieure à nous. Nous sommes dans le vivant est en nous. Donc, de rentrer dans cette conscience de l'interdépendance, de l'interconnexion profonde. Ça, pour moi, c'est vraiment très important dans cette nouvelle conscience. Et du coup, une nouvelle conscience aussi de qui nous sommes en lien avec ça, et de quelle est notre juste place dans, en fait, le vivant, de notre juste place par rapport à la terre. Et donc de sortir de cette posture de non seulement de séparation par rapport au vivant, mais peut-être aussi de domination, mais d'entrer dans quelque chose qui va être beaucoup plus humble et qui va être peut-être une posture qui va être de l'ordre peut-être d'un jardinier qui prend soin d'être vraiment une forme de aussi, voilà, au niveau plus spirituel, de trait d'union entre la terre et le ciel, et qui suppose justement dans la nouvelle conscience aussi des nouvelles postures intérieures qui vont donner en fait beaucoup de place à ces grandes vertus dont parlent l'éco-philosophe Joanna Macy dans le travail qui relie, hein, qui est vraiment un ensemble de pratiques formidables pour la transition, comme la gratitude, comme la compassion, comme l'espérance, elle parle d'espérance en mouvement, comme voilà, l'humilité dont j'ai déjà parlé, mais aussi le courage. Donc, il y a une nouvelle conscience, c'est vraiment de retrouver toutes ces grandes vertus, en fait, au sens d'attitude intérieure et aussi au sens de valeur. Et donc, dans la conscience aussi que, finalement, et ça, c'est pour moi la grande réponse au consumérisme, parce que dans le consumérisme, on va aller chercher des satisfactions à notre puissance de désir qui est extraordinaire, mais finalement, dans des biens, c'est-à-dire des sources secondaires de satisfaction qui peuvent être des biens de consommation, qui peuvent être de l'argent, qui peuvent être la carrière, qui peuvent être toutes ces réalités extérieures. Et donc, d'aller dans la nouvelle conscience, c'est qu'en fait, on pourra satisfaire ces aspirations profondes qu'on a en nous, au bonheur, à l'amour, à la beauté, à la solidarité, qu'à travers des sources primaires ou fondamentales, premières de satisfaction. Et ces sources premières, c'est justement du relationnel. C'est des relations de qualité à soi, aux autres, aux vivants et au plus grand que soi. Et cette nouvelle conscience, eh bien, c'est aussi ça. Donc voilà. Donc pour moi, nouvelle conscience, oui, mais ça englobe, comme vous voyez, pour moi, plein de choses, mais qui sont en fait d'ailleurs profondément interreliées. Oui, c'est vrai. Michel Maxime, comment on peut vous retrouver? Comment on peut suivre vos activités? Vous donnez régulièrement des conférences un peu partout en Europe. Vous sortez régulièrement des livres aussi, dont le dernier, Réenchanter notre relation au vivant, sorti aux éditions Jouvence. Donc voilà, comment on peut vous suivre? Alors pour me suivre, le plus simple, que j'ai remis à jour et complètement refondu, c'est mon site internet personnel qui s'appelle www.trilogie.org. Ça, c'est une source. Là, il y a aussi un agenda, il y a des articles, voilà, et le site va être régulièrement enrichi par toute une série où je mets en ligne une série de choses que je publie, des interviews, etc. Et puis, il y a aussi le site du laboratoire de transition intérieure, voilà, que j'ai co-créé en 2016 au sein de l'EPER et de Action de Carême. Et là, en fait, si vous tapez laboratoire de transition intérieure et puis vous mettez EPER, vous allez tomber dessus. Peut-être que c'est aussi ces liens, d'ailleurs, quelque chose que vous pourrez mettre sur votre site en lien avec le podcast. Je dirais que c'est peut-être les deux choses. Et puis après, j'ai aussi
qui est beaucoup moins entretenue parce que j'y ai relativement peu aussi une page Facebook et le laboratoire de transition intérieure. Alors lui a une page Facebook qui est régulièrement nourrie. Super, je partagerai tous ces liens dans la description de l'épisode et je vous remercie pour cet échange. Et merci à vous, c'était une joie. Merci Manon. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite!